Quelques mois avant cette excursion à Port-Bou, j'avais rencontré Gérard Guégan à la terrasse d'un café où il semble qu'il ait ses habitudes quand il est de passage à Paris. D'une manière ou d'une autre, c'est en effet l'un de ses livres, Frankel, un éclair dans la nuit, qui est à l'origine de mon intérêt pour la traversée des Pyrénées, ou plutôt pour de telles traversées dans le contexte de la guerre et de l'occupation. Tel qu'il apparaît dans ce livre, condisciple d'André Breton, médecin aguerri par l'expérience des tranchées, amant magnanime, dadaïste, ami fidèle, de Robert Desnos en particulier, familier de tout ce qui s'est fait de plus intéressant dans la littérature de l'entre-deux-guerres, Théodore Frankel est indéniablement le genre d'homme avec qui on aurait aimé faire un bout de chemin. Poussant l'humilité d'autre part, ou plutôt le dédain des honneurs, jusqu'à refuser par avance toute forme d'obsèque, et à choisir d'être inhumé anonymement dans le carré des indigents du cimetière de Thiers. Ce qui naturellement peut être envisagé également comme l'expression d'un suprême orgueil. Dans la mesure où c'est ce que fait brillamment le livre de Guégan, je ne vais pas raconter à mon tour la vie de Théodore Frankel, me contentant de revenir sur les quelques jours de celle-ci, durant le mois de septembre 1943, où, dans le dessein de rejoindre la France libre, il accomplit sa propre traversée des Pyrénées, en un point où celles-ci sont beaucoup plus larges et plus hautes qu'au-dessus de Banyuls. Frankel a fait lui-même le récit de cette aventure, en signant de ses seules initiales, avec toujours, souligne Guégan, cette même volonté d'anonymat, dans un numéro des Temps modernes, le 14e, paru en novembre 1946. De ce texte intitulé Évasion de France 1943 et dédié à la mémoire du docteur Georges Lévy-Coblentz et de sa femme, arrêtés au cours de leur tentative d'évasion et morts en déportation, il ressort que depuis son départ de Pamiers, dans l'Ariège, au début du mois de septembre, jusqu'à son arrivée au consulat américain de Barcelone un peu plus d'un mois plus tard, Frankel a été le jouet d'intermédiaires ou de passeurs éloignés de tout héroïsme, mais présentant un degré variable d'incompétence et de rapacité. Sans compter qu'abusé dès ses premiers contacts sur la durée et la difficulté de ce voyage, il s'y est engagé avec de petits souliers bas, totalement inadaptés aux interminables étapes de montagne qu'il va devoir affronter, le plus souvent de nuit, hors de tout sentier et avec franchissement de cours d'eau à gué. Dès le début, d'ailleurs, il se fait une entorse, ou plutôt en réveille-t-il une ancienne, et commet l'erreur, pour lutter contre la douleur et la fatigue, d'avaler à quelques heures d'intervalle 2 fois 3 comprimés d'orthédrine, l'équivalent du produit dont l'abus a fait perdre connaissance à l'un des compagnons d'évasion de Bud Owens, obtenant avec la seconde dose un effet opposé à celui dynamisant de la première. Entre-temps, il a dû confier à l'un des passeurs une serviette qui ne lui sera jamais rendue, et dont le contenu, tel qu'il le détaille, témoigne par ailleurs d'une conception assez dadaïste du bagage. Un peu de linge, mon rasoir, des photographies, un chapeau et quelques objets étranges. Arrivé au col de Siguerre ou de Fontargente, Frankel ne se rappelle plus si c'est l'un ou l'autre, ou plus vraisemblablement ne l'a-t-il jamais su, il a perdu de vue le reste du groupe, lequel se compose, en plus des guides, d'un général et de ses 2 fils, tous 3 désireux de rejoindre l'Afrique du Nord. Loin de céder à la panique, Frankel fait un petit somme, enveloppé dans sa gabardine et reposant sur un de ses buissons favoris, élastique comme un sommier. Au réveil, il se restaure du fond d'un pot de miel, recherche pendant près d'1 heure sa montre égarée pendant son sommeil, avant de se remettre en marche et de retrouver ses compagnons de voyage dans le premier hameau sur le versant endoré de la montagne. L'hôtel où nous arrivâmes ce 7 septembre vers midi, probablement à Escaldes, un faubourg d'Andorre-la-Vieille, était une véritable agence d'émigration, écrit Frankel, ajoutant qu'il y avait là à peu près uniquement des gens venus comme nous de France, les uns avec des guides, les autres seuls ou en groupe, se guidant à la boussole ou demandant leur chemin de berger en berger. Bientôt rejoint par un officier français qui avait passé les Pyrénées tout seul, puis par un groupe de 6 aviateurs américains ou anglais convoyés par 2 jeunes résistants, Frankel et ses compagnons doivent de nouveau négocier avec des interlocuteurs douteux et versatiles le prix et les modalités des dernières étapes du voyage, depuis Andorre jusqu'à Barcelone. Alors commença cette expédition infernale qui, bien que les altitudes gravies fussent inférieures à celles des Pyrénées centrales,
fut cependant bien plus pénible par sa durée, par la nature du terrain, par l'allure imposée, par l'incertitude constante sur les intentions de nos guides. Aussi épuisantes qu'incertaines, ces dernières étapes ménageront à Frankel au moins 2 surprises. D'abord une mauvaise, puis une bonne. La mauvaise, c'est que leur nouveau guide espagnol, un certain Antonio, bien qu'il se présente comme un ancien officier de l'armée républicaine, fait montre soudainement d'un antisémitisme agressif à l'égard de Frankel, exigeant de lui une somme extravagante, puis l'empêchant physiquement de rester dans le groupe, prétextant que le consulat américain de Barcelone, ne payait aucune prime aux passeurs pour les juifs, et que si un juif s'y présentait, il était aussitôt mis à la porte. Dans cette circonstance, le général et ses 2 fils se comportèrent sans héroïsme, mais avec un minimum de décence, permettant à Frankel de suivre le groupe à distance. Quant à la bonne surprise, c'est que lors de son arrestation par la garde civile à Berga, dans ce qui devait être l'ultime épreuve de ce voyage avant l'arrivée à Barcelone et la prise en charge par le consulat, Frankel reconnaît dans le jeune soldat qui fait office d'interprète et qui lui adresse des signes d'amitié quelqu'un qui, par un invraisemblable hasard, habitait à Paris la maison voisine de la mienne et me connaissait ainsi que tous les miens.